Bonjour et bienvenue dans mon émission Épicerie fine. Je vous amène une nouvelle fois à la découverte d'un produit d'exception du terroir français et de son producteur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Gilbert Hugoux, producteur de truffes à Richerange. Et bien sûr, en fin d'émission, retrouvez mes astuces de chef et la recette du jour. Truffes noires du Tricastin et foie gras dans une croûte de café. C'est ici, à la limite sud de la Drôme, dans cette enclave du Vaucluse, entre Valence et Avignon, que se ramasse le précieux diamant noir, Tuber melanosporum en latin, Rabas en provençal. Dans cette région du Tricastin, la truffe y est plus abondante et plus aromatique que celle du Périgord ou du Languedoc. Pas moins de 60% de la production française en provient. Elle se ramasse en hiver, de décembre à mars. Comment ça va? Ça va, monsieur Martin? Ça va top. Je vous attendais, hein? Ponctuel, non? Ça va bien que vous êtes à l'heure. À la Savoyarde, à la Savoyarde. Ça va et vous? Ben, ça me fait plaisir que vous veniez voir un peu comment ça se passe. Ah ouais, bon, on va On va mettre... faire la démonstration, là. Allez, bah c'est génial, ouais. C'est super sympa. C'est vrai? Voilà. Donc, En plus, on a un beau temps, il fait frais, mais bon. c'est un temps idéal pour la truffe. Ah là là. Et là, ce sont les... Tout à fait, là, Hein? c'est là où on garde un chien, là, de mon courtier. Ah d'accord. Ils ont des plantations juste à côté. Depuis plus de 20 ans, Gilbert Hugoux, négociant truffier, sélectionne et achète le meilleur de la production locale. Aujourd'hui, il vient avec Guy Martin assister au cavage, réalisé par des chiens de races différentes, spécialement dressés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement caver alors? C'est rechercher la truffe. C'est rechercher la truffe, Voilà. c'est ça. C'est le chien en grattant qui fait une sorte de cave. Ouais, c'est ça, ça vient de là. Voilà, ça vient de là. Ouais. Bon, on vous suit alors? Allez, c'est parti. Ah, c'est une belle plantation. Ah, c'est une belle C'est une plantation. plantation qui a combien, là, Gilbert? Une vingtaine d'années. Ah d'accord, ouais. Et la provenance des chênes? On choisit les glands d'arbres qui font déjà des truffes. Ouais. En général, il y a à peu près 10% d'arbres qui font des truffes, pas plus. Si on prend sur la base de, mettons, 100 arbres, vous en avez 10 qui donnent, et qui donnent que 300 à 500 grammes par semaine, ça fait 5 kilos par semaine. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. On est compte? En plus, à l'air pur, pleine Ouais, nature, voilà, dans une belle région. Sûr. C'est très agréable. Puis c'est agréable. Travailler Ouais. avec le chien, c'est Ouais. Alors, très agréable. ici, c'est pas de la tradition de cochon, ça n'a jamais été la tradition du cochon ici. Non, hein. Sur longtemps. Il y a peut-être très longtemps, oui. Mais bon, avec le chien, c'est beaucoup plus pratique. Plus pratique et surtout plus facile à dresser qu'un cochon. Allez, Mirka. Le chien promène son flair au milieu des allées de chênes truffiers qui mettent au minimum 6 ans pour arriver à maturité. Au pied de ces arbres, des glands sont plantés dans un sol nécessairement calcaire et avec beaucoup de chance, un climat favorable sans gelée, le précieux champignon se développe. D'après vous, c'est bon, il y en a une? Ça peut... Ah oui. Et comment vous faites pour que le chien n'y mange pas? Parce qu'ils sont dressés. Ils sont dressés. Oui. Ah, elle est là. Ah, oh là là. Oh, bah dis donc, ouais. Sentez-la, chef. Les belles mélanos. Oh là là, elles sont bon, là. Oh là là, là, je sens déjà que la petite salade de pommes de terre, Bien des sûr. petites râtes juste cuites comme ça, Sûr. émincées, bonne vinaigrette. Oh là là, c'est... Hop, la récompense. Là, on a eu de la chance aujourd'hui, il y avait un temps formidable. Même s'il n'y avait pas un grand soleil, il y avait une belle lumière. On a pu aller caver, chercher des truffes, être vraiment dans le mouvement comme ce paysan. Mais imaginons si nous venons, le gel. Très compliqué. Le chien, plus difficile à trouver. La truffe aura gelé, de qualité donc médiocre. Donc on oublie. On en a trouvé pas mal, mais vous avez quand même pu vous rendre compte que la parcelle était assez grande. Et on a trouvé quoi? Pas 1 kilo de truffes, et notamment une de 600 grammes. Sinon, on avait quoi? 200-300 grammes de truffes, et sur une parcelle qui avait quand même une centaine d'arbres. Donc il n'y a pas une probabilité importante sur, comme on disait ce matin, sur 100 arbres, quand il y en a 10% qui donnent, 15%, c'est déjà, on peut dire que c'est déjà un bon résultat, quoi. Richerange est la capitale mondiale de la truffe. Grâce à cette renommée, le village voit sa survie préservée. Ici,
Plus qu'une activité économique et touristique rentable, la truffe y est depuis bien longtemps sacrée. Une religion à part entière que nous décrit l'ancien maire Georges Charançol. C'est ici qu'a lieu le 3e dimanche de janvier, notre fameuse messe dite des truffes. Voilà, l'église est évidemment pleine à craquer. Si on remonte au début des années 50, un prêtre, l'abbé Michel, qui est toujours de ce monde d'ailleurs, a instauré la messe dite des truffes. Alors de façon très simple au départ, simplement il a demandé aux producteurs de truffes, au lieu de mettre une pièce de monnaie dans la quête, de mettre une belle truffe, quoi, qu'il revendait au profit de la paroisse. Donc cette année par exemple, il y avait 4,5 kg de truffes qui ont été récoltées. Et qui sont ensuite, après un petit cérémonial de pesée un peu solennel, sont vendus aux enchères sur la place de la mairie, toujours au profit de la paroisse. La truffe est connue depuis les Romains. On la retrouve à la table des rois de France. Abondante autrefois, elle est aujourd'hui rare et donc chère. Au Moyen-Âge, on est à peu près certain que les paysans connaissaient la truffe et la mangeaient comme, je dirais presque comme on mangerait des pommes de terre, quoi. Ils creusaient ça dans le sol. Mais à l'époque, la truffe n'était pas un produit noble. Et il faut aller aux rois de France qui se sont mis à manger de la truffe, notamment Louis XIV, mais même voilà, au XVIe, XVIIe siècle, c'était un mets très prisé par les rois de France. Voilà. On s'est mis à planter des chênes, notamment à la fin du XIXe siècle, à cause du phylloxéra qui a détruit le vignoble. Les gens ont replanté à la place de la vigne, ont replanté des truffières. Ce qui a donné énormément de truffes dans la première moitié du XXe siècle. On parle facilement de 1000 tonnes de production en France à cette époque-là, quoi. Alors que maintenant, on est retombé à 25-30 tonnes, quoi. La truffe, à cette époque-là, n'avait pas le prix d'aujourd'hui. Et du reste, un de mes amis, pour une petite anecdote, me racontait qu'après-guerre, tout de suite après-guerre, il avait quelques chênes truffiers, il cavait, il ramassait ses truffes, et ils avaient tellement pas d'argent, ils n'arrivaient pas à irriguer. Il échangeait 1,5 kg de truffes contre un tuyau d'arrosage en plastique. Donc, pour dire juste la valeur de l'époque de la truffe, c'était pas ce diamant, cette pierre précieuse d'aujourd'hui. Donc la truffe était quand même servie de façon abondante. Chaque samedi pendant la saison, acheteurs et vendeurs professionnels se retrouvent au marché. À l'arrière des voitures se négocient discrètement les 2/3 de la production française. Alors nous arrivons à Richerange, qui est le marché de truffe le plus important de France et peut-être même d'Europe, parce que même pas en Italie, en Espagne, ça n'existe pas. Et là nous arrivons dans un marché qui est professionnel. Donc vous allez voir l'allée à gauche où nous allons aller. Il y a des voitures de garées, vous allez voir, des personnes qui sont à l'extérieur de leur voiture, qui attendent que les paysans arrivent et qu'ils leur fassent une proposition de prix. S'ils sont d'accord, ils vendent à ce courtier-là. Sinon, il y en a quelques-uns qui font le tour pour les vendre au plus offrant. Et les gens, ils attendent leur tour, ils leur marquent sur un papier le prix qu'ils se sont mis d'accord, et c'est sa fille qui est devant la voiture qui paye la... Par contre, vous ne voyez pas les gens avec les truffes à la main, quoi. Ah ouais. C'est tout caché dans le manteau, dans le dos, mais c'est très confidentiel. Monsieur Hugo, il y a plus de 20 ans que je le connais, Gilbert, et je m'aperçois 20 ans après qu'on est toujours dans le même voyage, que rien n'a changé. Je suis venu dans ces marchés il y a 30 ans, les voitures ont changé, le système de pesage n'a même pas changé, les gens sont toujours pratiquement les mêmes. Donc je me dis, nous sommes encore tranquilles pendant des années et des années, parce que malgré la technologie, ici, c'est quelque part un arrêt sur le temps, où on peut évoquer les grands-parents, les arrière-grands-parents, ils vivaient de la même façon, ils ramassaient, ils cavaient les truffes de la même façon, ils les vendaient de la même façon. Donc c'est une sécurité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, sur ce produit, il n'a pas subi de transformation. On est passé du produit brut, et j'ai eu ce produit brut et je l'ai transformé. Donc, pour moi, c'est la nature, c'est ce que j'aime dans ma vie de tous les jours, et c'est ce qui me fait vibrer dans ma vie de cuisinier. Le prix de la truffe peut varier du simple au double. Ces dernières années, 20 tonnes en moyenne ont été négociées pour un prix au kilo sur le marché avoisinant les 600 €. Mais ce tarif peut encore doubler ou tripler lors de la vente au consommateur final. Ce que je trouve génial, c'est que
Enfin, en pleine période hivernale, il fait quand même froid, il y a plein de monde, quoi. Ah, Il y a encore plein de aujourd'hui, monde. on n'a pas ce plein, mais il n'y a pas de Ouais, ouais. Lorsqu'il y a le vent, c'est encore Ouais, plus terrible. C'est tout aussi l'économie d'une... Ah oui, là, c'est énorme. C'est toute l'économie d'une région. Mais en fait, ça n'englobe pas que l'enclave des Papes. Oui, bien Il y a sûr, aussi oui, d'autres bien régions sûr. comme le Oui. Vaucluse, la Basse-Ardèche, les Bouches-du-Rhône, même le Gard. Il y en a des gens qui viennent du Gard toutes les semaines, de la Basse-Ardèche. Parce que c'est le marché le plus important. C'est ici qu'à la limite, c'est se négocie le mieux. Voilà, là, donc, on arrive devant mon portier avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. Et oui, donc il y a des gens qui attendent et il fait un contrôle de qualité quand même. Oui. Il regarde s'il n'y a pas des truffes gelées ou autre. Et vous, après, votre rôle, il y a encore un double Ah oui. contrôle, c'est que vous, quand ça arrive chez vous, là, il y a un nouveau Ah ouais, moi- contrôle, truffe par truffe. Et moi, je les recontrôle toutes une par une. Que je fasse 5 Voilà, grammes, c'est 10 ça. grammes, 20 grammes ou 600 grammes que la grosse, là, Ouais. qui doit faire 500 grammes, je recontrôle toutes les truffes une par une. Ça, c'est un gros travail encore derrière. La truffe est à ce point demandée parce que d'abord c'est un produit rare. Et tous les produits rares sont demandés parce qu'on a envie de goûter la rareté. Mais au-delà de cette rareté, c'est une puissance, c'est un arôme inégalé. On ne retrouve pas les arômes de la truffe dans d'autres éléments de la cuisine, aussi bien dans les légumes, on n'arrive pas, ou dans les champignons, à retrouver ce goût, ce mélange de minéral, de terre, d'humus, c'est quelque chose à nul autre pareil. Et l'avantage de la truffe, c'est qu'elle se prépare de mille et une façons. De mille et une façons. Et il est vrai que souvent, les façons les plus simples sont souvent les meilleures. La preuve au restaurant, où après les affaires, vendeurs et acheteurs viennent déguster le produit culte. Gilbert y a ses habitudes. On va manger au restaurant Ouais. d'Ariche-Orange où il fait des plats locaux, notamment la brouillade, bien sûr. Bon, bah, on va déguster on va local. s'éclater, local, ah bah, bien voilà. sûr, avec de la truffe. Exactement, Allez. un chef très sympathique. Sucré, salé, en plat principal, en entrée ou en dessert, le goût unique de la truffe se décline dans diverses préparations. Mais la recette qui a le plus de succès, c'est la plus simple, l'omelette. C'est la fameuse omelette. Exactement. Alors, c'est un petit peu donc, comme avec le riz, c'est ça? Vous conservez les truffes dans ces œufs. Exactement, pour faire infuser les œufs à l'avance. Ce qui fait que le parfum pénètre à travers la coquille et ensuite, eh bien, on peut casser un œuf et ça fait un goût de truffe exceptionnel, même sans truffe. C'est le secret de l'omelette, ça. Une fois que vous avez les œufs infusés, après bien sûr, on remet les truffes. Mais déjà, si vous faites infuser les œufs pendant au moins une nuit, ça permet d'avoir vraiment... Ça permet, ouais, parce que les coquilles sont poreuses, justement, ça permet de transmettre. Celui-là, Ah bah déjà, visuellement, elle est belle. Hein. Ah oui, Là, elle est belle. Hein. L'odeur, À l'odeur. se dégage. Dommage qu'il ne sente pas la caméra, mais franchement, vraiment c'est bien. Vous savez quand même que la grande spécialité de toutes ces régions, notamment du Périgord, la région de Sarlat ou dans cette Drôme, c'est la brouillade. Les œufs brouillés aux truffes. Et quand les œufs sont cuits juste ce qu'il faut, baveux comme ça, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir parce que c'est une communion. Et surtout dans des ambiances extraordinaires. Parce que les tables, souvent, ce sont des grandes tables. Donc, il se dégage quelque chose. Et il faut bien reconnaître que tous ces gens qui sont là, qui viennent un peu de partout, viennent pour un élément, qu'est la truffe. C'est quand même extraordinaire que des centaines de personnes se retrouvent pendant 2 heures pour un produit. Faites le poids juste. Hein. Qu'à 10 grammes près, c'est pas pareil. Elle fait 590 grammes. 590 grammes. C'est peut-être la plus grosse de tout le lot aujourd'hui. Hein. Ah, aujourd'hui, oui. Certainement. Hein. Aujourd'hui, c'est la plus grosse.
Bon, bah, écoutez, j'espère que je vais faire... Ce champignon d'exception, quand il n'est pas consommé sur place, s'est envoyé dans le monde entier jusqu'en Chine. Gilbert, après avoir négocié les meilleures truffes sur le marché, ne perd pas une minute pour les livrer à ses clients parisiens. Nos truffes se conservent entre 10 et 15 jours. En réalité, ce serait 20 jours. Mais nous, lorsqu'on les négocie le samedi, on ne sait pas si elles ont été récoltées du vendredi ou du jeudi. Elles ont peut-être déjà 4 ou 5 jours, des fois peut-être une semaine. C'est pour ça que lorsqu'un client me demande combien il se garde une truffe, je dis entre 8 et 12 jours. Parce que je ne sais pas, quand le jour où je l'achète, combien elle va avoir de temps déjà. Et sinon, une truffe peut se conserver facilement une vingtaine de jours. Une cinquantaine de livraisons en 2 jours, principalement les grands restaurants de la capitale. Peu importe le prix, Gilbert et son trésor attendus comme le Messie aux premières heures du jour. Merci à vous, à la semaine prochaine. C'est gentil, merci, au revoir. Au revoir. Bon, ben, on va continuer. Allez. Non, je fais éventuellement des épiceries fines et éventuellement des fromagers qui livrent les grands hôtels et restaurants de Paris, qui fabriquent des fromages à la truffe. Les traiteurs. Moi ça va. Bonjour messieurs. Ça sent bon. Ça sent avant d'arriver à la voiture. Ah ouais, ça sent bon. Comment ça va? La forme? Bah écoutez, depuis... Monsieur Pascal, bonjour. Bonjour chef. Bonjour. Depuis samedi. Depuis samedi, super, on attend avec impatience. Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné de beau là? On a tout trié là. Prenez le calibre qui vous intéresse. La caisse est pleine là, vous êtes dans les premiers clients ce matin. Ah, elles sont belles, hein? Ouais, c'est joli ça. Bon, tout ça pour 2 kilos? Ouais, non, quand même pas. Minimum. À vous les jeunes de... Hein? Négocier tout ça. Ok. C'est bon. Alors pour la truffe, j'aime la simplicité. Surtout la truffe aussi, pour qu'elle soit bonne, je dirais c'est un petit peu l'opposé du jambon. Le jambon cru a besoin de tranches fines et la truffe, on a besoin de sentir du croquant. Il faut que ça croque un peu. Quelques fleurs de sel de Guérande ou de sel de Camargue, et là, c'est le bonheur. Juste comme ça. Mais c'est divinement bon avec la Saint-Jacques. Vous faites une rosace de Saint-Jacques, une rondelle de Saint-Jacques, une de coquille Saint-Jacques, fraîche, crue, émincée, une rondelle de truffe, c'est le paradis. Vous sublimez le plat. Déjà, la truffe, il faut qu'elle soit ferme au toucher. Tout à fait, Hein? absolument. La forme, ça va dépendre un petit peu du milieu. Voilà. Malheureusement, C'est pas la forme qui va faire la qualité de la c'est truffe. pas la forme qui va faire la qualité. C'est vrai que nous, en cuisine, on aime bien avoir des formes Voilà. plutôt rondes, parce que quand on les émince, etc. C'est ça, Donc déjà, cette truffe, pour la nettoyer, la suggestion, c'est sous un filet d'eau froide. c'est ça. Et si possible, avec une brosse à dents à la maison. Ou une on est à la brosse même maison, un peu plus dure. Une brosse un peu plus dure. Forcément, si on utilise une brosse à dents, ce ne sera pas une brosse à dents qu'on utilise pour autre chose que pour nettoyer les truffes Exactement. et les champignons. Tout à fait. C'est plaisant, c'est quand je monte sur Paris ou même sur la France ou en général, c'est que tous les chefs adorent travailler la truffe parce que ça passe avec beaucoup de produits. Bah, ça passe avec énormément de voilà. produits. Les poissons blancs, ça se marie Bien hyper sûr. bien. Mais c'est un produit qu'il ne faut pas matraquer. Il ne faut Voilà. pas surcuire. Non, un voilà, produit c'est ça, plutôt de tout dernière simplement, minute. tout à fait. Et puis surtout, alors dans du riz aussi, Bien c'est sûr. le même principe qu'avec les œufs. Absolument. Laisser quelques jours dans un tupperware avec du riz. Et là, le Bien riz, sûr, bien sûr. en fin de compte, on peut dire que la truffe, c'est un goût inimitable. Et non, incomparable. Et incomparable. Incomparable, effectivement. Ça, c'est bien vrai. Entre Valence et Avignon se ramasse en hiver une truffe plus abondante et plus parfumée encore que la célèbre truffe du Périgord. Le diamant noir de Tricastin est exporté à travers le monde et participe à la renommée internationale de la gastronomie française. Précieuse, la truffe s'associe parfaitement à un autre fleuron, le foie gras. Direction l'atelier cuisine avec Guy Martin pour un plat de fête aux connotations exotiques. Épicerie fine, c'est un produit d'exception et une recette inédite pour le sublimer. Aujourd'hui, je vous propose la truffe noire du Tricastin et foie gras dans une croûte de café. Pour cette recette, vous avez besoin de truffe noire du Tricastin, de café, de sel, de foie gras, d'œufs et de farine. Dans un premier temps, concassez les grains de café.
Une fois que les grains de café sont concassés de façon grossière, mélangez à la farine. Je vais rajouter les œufs. Et je vais verser l'eau. Le but est de former une boule. Ma pâte est prête, elle est restée 1 heure au réfrigérateur. Je vais la détailler en 4 portions. Quand on ajoute de la farine sur un plan de travail, on dit fleurer. Donc je vais fleurer. Alors là, ce qui est très important, c'est de redonner 1 ou 2 coups de rouleau à pâtisserie pour allonger la pâte devant vous. Donc, notre pâte est prête. Maintenant, je vais prendre mon escalope de foie gras, un bon foie gras de canard, assaisonné, surtout des 2 côtés. Quelques points de fleur de sel. Et disposer le foie gras dans le bas du cercle. La truffe maintenant. Le tricastin, la truffe noire, la mélanosporum. Je vais poser cette truffe sur l'escalope de foie gras. Je vais ramener la pâte et je vais mettre un petit peu de jaune d'œuf avec de l'eau afin de souder cette pâte. Je vais lustrer afin que la pâte soit bien dorée. Ensuite, tout simplement, laisser reposer quelques minutes ce chausson avant de l'enfourner à four chaud à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Je vous confirme, ça sent bon la truffe. C'est chaud. Oh là là. La recette est prête à être consommée. Truffe noire du tricastin et foie gras dans une croûte de café. Alors je vous rappelle que cette pâte est uniquement un moyen de cuisson. Bonjour et bienvenue dans mon émission Épicerie fine. Je vous amène une nouvelle fois à la découverte d'un produit d'exception du terroir français et de son producteur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Jean-Philippe Mandard, agriculteur à Draguignan. Et bien sûr, retrouvez en fin d'émission mes astuces de chef et la recette du jour. Poivrons au miel de lavande et à la badiane.
Dans les Alpes de Haute-Provence, le plateau de Valençol. Il accueille chaque été des apiculteurs comme Jean-Philippe Mandard qui viennent installer leurs ruches pendant la floraison de la lavande. Le miel de lavande est le miel provençal par excellence, mais de nombreuses autres variétés ou crus de miel sont récoltés dans la région du printemps à l'automne. Thym, romarin, bruyère ou toute fleur, ces miels de Provence bénéficient d'une indication géographique protégée qui garantit l'origine et le savoir-faire apicole. L'exploitation apicole de Jean-Philippe compte 600 ruches et produit en moyenne 15 tonnes de miel par an réparties en 13 variétés. Pendant les 6 mois de la production de miel, 36 millions d'abeilles se relaient. Chaque ruche contient une colonie de 40 à 60 000 abeilles, des ouvrières pour l'essentiel. Jean-Philippe s'apprête à récolter le miel de lavande. Muni de ses indispensables gants épais, combinaisons hermétiques et casques, il va simuler à l'aide de ce fumoir un incendie dans la ruche qui fera fuir les abeilles le temps de prélever le miel. Des années d'expérience ont appris à Jean-Philippe à favoriser l'écosystème indispensable à la survie des colonies d'abeilles et ainsi à la production de miel. Il faut être très observateur. Donc observer les fleurs, les plantes, savoir à quel moment elles vont fleurir, si elles ont du retard, de l'avance, selon la météo. Mais il y a une grosse partie de chance aussi, parce qu'on peut se dire, tiens, là ça commence à fleurir, c'est très joli, on va emmener les ruches, on va transhumer les ruches sur ce site-là. Et puis, manque de peau, une fois qu'on les a posées, il se met à faire mauvais temps, et hop, on ne fait pas de miel. Ça arrive aussi. La vie d'une ouvrière, c'est de 1 mois en saison active, quand elle travaille beaucoup, et 3 mois en hiver, quand elle travaille beaucoup moins. Une abeille, quand elle naît, elle est programmée. Elle va faire d'abord nourricière, elle va faire le nettoyage de la ruche, et ensuite, son dernier travail, c'est d'aller récolter le miel, donc d'aller butiner dans les collines. Grosso modo, l'abeille va rester 20 jours dans la ruche, et ensuite, à peu près, elle va butiner pendant 10-15 jours. Et souvent, elle meurt en butinage parce que, bon, épuisée, elle ne revient pas à la ruche. Jean-Philippe, pour moi, je l'associe pratiquement à mon oncle. Sa passion, c'était les ruches, les ruchers, les abeilles. Et quand je me retrouve dans ces paysages, dans ces ambiances, c'est toute ma jeunesse qui ressurgit, qui réapparaît. Et en fin de compte, pour moi, le miel, je dirais, s'il y avait un élément au monde à préserver avant tout, dans l'ordre, s'il y avait une chronologie à faire, ce serait d'abord le miel. Les abeilles butineuses ont en charge l'approvisionnement de la ruche. Une fois posée sur une plante à fleurs, l'abeille aspire le nectar qu'elle stocke provisoirement dans son jabot. De retour à la ruche, l'abeille butineuse régurgite le nectar à une receveuse. Cette dernière régurgitera et réingurgitera ce nectar riche en eau en le mêlant à de la salive et à des sucs digestifs. Une fois stocké dans les alvéoles, le miel est déshydraté par une ventilation effectuée par les ouvrières ventileuses. Madame la reine. La ruche est habitée par une société très compartimentée et hiérarchisée. Elle est cachée, elle est protégée. Dans une ruche, il y a une reine, il n'y a toujours qu'une seule reine. Ensuite, il y a des mâles et il y a des ouvrières. C'est l'abeille qui butine, qui rapporte le nectar à la ruche pour faire le miel. La reine, elle est là pour pondre. Elle ne fait que pondre pendant toute la durée de sa vie, qui est de 3 à 5 ans. Et elle arrive à pondre 2000 œufs par jour, c'est-à-dire son poids en œufs dans la journée. Tout ça en saison active. En hiver, là, elle pond plus ou très peu. Nous sommes ici sur un rucher avec 80 ruches. Juste derrière la haie, il y a des champs de lavande où elles ont été butinées. Et donc, c'est le moment de la récolte. Il y a ce qu'on appelle le corps de ruche. Par-dessus, on met une hausse. Entre la ruche et la hausse, on met une grille à rennes. À chaque fois qu'on déplace les ruches, qu'on transhume les ruches, ça s'appelle comme ça, la transhumance, c'est pour aller à un endroit bien précis, à un moment précis. Par exemple, je vais dans le Haut-Var, dans le secteur du lac de Seine-Croix, pour faire du miel de thym. Pour le romarin, là, c'est au mois d'avril, dans les collines de Tourtour, dans l'arrière-pays varois. Pour la lavande, on les amène début juillet, au moment de la floraison de la lavande. Et ensuite, à l'automne, je vais les descendre au bord de mer. Au bord de mer, dans le secteur du golfe de Saint-Tropez. Alors, ce sont toujours les mêmes ruches qui font différentes sortes de miel. Mais en revanche, ce ne sont pas les mêmes abeilles, parce que les abeilles, ça vit de 1 mois à 3 mois. Donc, pour nous, apiculteurs, l'important, c'est la ruche, la colonie.
Alors souvent aussi on nous dit ben vous, elles ne vous piquent pas parce que les abeilles vous connaissent. Eh bien non, elles ne peuvent pas nous connaître puisqu'elles vivent qu'un mois. Alors elles n'ont pas le temps de nous connaître. Là, ils sont en train d'emballer les hausses pour pouvoir les transporter. On les ferme de manière que ça soit étanche pour pas que les abeilles viennent récupérer le miel dans les hausses. Si on laissait ouvert, là, il n'y en aurait pas pour longtemps pour qu'elles récupèrent tout. On a fini la récolte, donc on va charger les palettes de hosses sur le camion pour aller ensuite à la miellerie pour extraire le miel. Ce qui est difficile pour ces apiculteurs, c'est que tout est vraiment très aléatoire en fonction du temps. Est-ce que le temps va être clément? Est-ce qu'il va faire trop chaud? Est-ce qu'il va y avoir des pluies? Est-ce que les brouillards vont apparaître? Et c'est là où c'est un métier, on n'est vraiment pas sûr du lendemain. Comme tout le milieu paysan agricole qui travaille de façon naturelle, c'est à chaque fois un point d'interrogation. Est-ce qu'on aura ou pas? Et c'est ça aussi en même temps qui est génial, c'est de se dire, tout dépend de la nature. La consommation de miel remonte à très longtemps. Des papyrus vieux de 4500 ans en font mention en Égypte. Il était alors récolté naturellement dans des troncs d'arbres ou des petites cavités où logeaient les abeilles. L'apiculture proprement dite apparaît sous la Rome antique. De tout temps, le miel sert à sucrer les aliments, mais compte aussi de nombreuses vertus thérapeutiques. En France, l'apiculture se pratique dès le Moyen-Âge, mais c'est au milieu du 19e siècle que l'on se met à utiliser des ruches à cadre mobile. De tout temps, il y a eu des gens qui ont élevé des abeilles et ramassé les gâteaux de cire pour en extraire le miel. Nos anciens se sont inspirés de la nature, à savoir que depuis l'Antiquité, on a observé que dans la nature, il y avait des abeilles qui allaient faire leur essaim dans des troncs creux. Nos anciens ont fait pareil, ils ont coupé des troncs creux et puis ils s'en sont servis comme ruches. Parce qu'on a deux produits qui vont être vendus, le miel d'un côté pour la nourriture et la cire pour les besoins d'éclairage. Le miel, avant que l'on découvre la canne à sucre, était ce qui allait permettre de sucrer tous nos mets et tous nos gâteaux. Le département du Var est très mellifère et en conséquence grand producteur de miel. Sur le sud du département, on a beaucoup de ruches qui étaient en chêne-liège. Plus dans le nord du département, là nous avions des ruches beaucoup plus simples, beaucoup plus rustiques, qui étaient des planches de bois. Puis plus tard, au 19e siècle, vont apparaître les premières ruches à cadre. Aujourd'hui, pratiquement toutes les ruches modernes sont des ruches à cadre. Là, vous avez une ruche placard. Vous avez une façade qui donne sur l'extérieur, elle est de ce côté, et une façade qui donne dans un placard. Les abeilles vont sortir dans la campagne, aller butiner les fleurs, et puis lorsque nous avons besoin de miel, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le placard, on démonte une partie de la ruche derrière qui est accessible, et on prélève le gâteau de cire et le miel. La reine, elle porte bien son nom, c'est la reine. Tout le monde est à son service. Elle va nous donner des œufs qui va permettre à ces abeilles ensuite d'aller butiner, d'aller polliniser. Si il n'y avait pas d'abeilles, il n'y aurait pas de pollinisation, on n'aurait pas tous ces fruits et ces légumes qu'on connaît sur les étals des marchés. Et surtout, on n'aurait pas ce miel avec une couleur, une texture si différente en fonction de sa région, de l'endroit où vivent ces abeilles. Depuis sa maison sur les hauteurs de Draguignan, dans le Var, Jean-Philippe surveille ses ruchers situés à une 50aine de kilomètres plus au nord, grâce à son téléphone. Dans chaque rucher, j'ai deux balances comme ceci. Donc je mets ma ruche sur la balance. Dedans, il y a une carte de téléphone, tout à fait normale. Et ça m'envoie des SMS 2 fois par jour pour savoir le poids et la date. Et ça permet de voir l'évolution de la ruche, aussi bien en positif qu'en négatif. C'est dans la miellerie que la dernière étape du travail de Jean-Philippe va s'opérer. Une fois les cadres prélevés, il va les inspecter avant de les faire passer dans des machines qui vont séparer le miel de la cire. Nous sommes donc à la miellerie pour extraire le miel. On voit bien ces cadres-là qui ont été bien remplis par les abeilles. Et les abeilles, après, ont mis une fine pellicule de cire pour boucher les alvéoles. Comme on peut le voir, il y a le miel et la cire. La cire qui recouvre le miel en dessous.
Et donc on va enlever cette pellicule de cire avec la machine à désoperculer de manière à pouvoir extraire le miel des alvéoles. Je prends ce cadre et je le mets dans la machine à désoperculer. Dans cette machine, il y a 2 petits rouleaux avec des doigts en inox qui tournent assez rapidement de manière à enlever toutes les pellicules de cire. Ça tombe ensuite dans une essoreuse. Une essoreuse, c'est un peu le système de la machine à laver. Donc le miel est séparé de la cire. Le miel des opercules sort ici. Les opercules, bien entendu, restent dans la machine, dans l'essoreuse. Ensuite, je prends mon cadre et je le mets dans ce qu'on appelle un extracteur. Je vais finir de le remplir, je vais faire tourner l'extracteur et le miel va sortir des cadres. Maintenant que l'extracteur est plein, je fais tourner l'extracteur et comme on peut le voir, le miel est donc éjecté contre les parois de l'extracteur. Le précieux liquide est ensuite aspiré dans des cuves de stockage avant d'être conditionné et vendu. Plus de la moitié de la production sera écoulée en vente directe sur les marchés provençaux. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 4500 apiculteurs qui produisent environ 2000 tonnes de miel par an, 8% de la production nationale. Les miels de Provence bénéficient d'une indication géographique protégée. Leur production doit respecter un cahier des charges précis. Les miels toutes fleurs et de lavande sont les 2 seuls à pouvoir également recevoir un label rouge, à condition que la qualité soit à la hauteur. Nous avions 2 problématiques essentielles. La première, c'était une lutte contre les fraudes. Et la deuxième problématique de la filière régionale, c'était de valoriser au maximum les miels dans la région, mais aussi dans toute la France et dans toute l'Europe. En Provence, on produit des miels extrêmement variés. Ça va des miels qui sont produits localement, comme le miel de lavande, le miel toute fleur ou le miel de chêne, tout comme des miels qui sont issus en fait, des grandes transhumances de l'apiculteur dans la vallée du Rhône, que sont le miel d'acacia ou le miel de châtaignier. Le consommateur a à sa disposition en France 2 grandes catégories de miel. Il y a d'abord les miels courants, sans appellation particulière. Ces miels sont généralement des miels importés. Autre choix pour le consommateur, les miels qui bénéficient d'appellations, notamment des appellations florales ou des appellations géographiques. En Provence, nous avons mis en place une démarche qualité qui est d'abord une certification de l'origine géographique des miels, qu'on appelle une indication géographique protégée. Et nous avons des signes de qualité beaucoup plus haut de gamme, en l'occurrence des labels rouges, qui concernent les 2 miels emblématiques de la région, le miel de lavande et le miel toute fleur de Provence. Le miel de lavande est un miel fortement sucré, avec une pointe d'acidité, pas d'amertume du tout, qui développe des arômes de type végétal sec. Donc c'est des arômes de paille, de blé, des arômes d'orgeat, des arômes assez doux de type vanille. Quand vous achetez du miel, regardez la provenance. Sur l'étiquette, si on voit le pays, c'est très important. La région, c'est encore plus important. Et si on arrive à remonter à l'apiculteur, là vous savez que vous avez un miel de qualité. Pour les étiquettes, je pense toujours à mon oncle Raymond. Quand il y mettait son miel en bocaux, il écrivait « miel de Raymond ». Pourquoi il écrivait « miel de Raymond » en fin de compte? Parce qu'il était fier de son miel. Et je crois que chaque apiculteur, chaque région, chaque pays, quand on fait un miel et qu'on est fier, on le signe. Les abeilles sont indispensables à la pollinisation des arbres, plantes et fleurs. Albert Einstein évaluait la durée de vie de l'espèce humaine à 4 ans si les abeilles disparaissaient de la surface de la Terre. Elles sont encore présentes, mais subissent depuis quelques années des phénomènes de mortalité inquiétantes. Dans le monde, il disparaît environ chaque année entre 40 et 60% des abeilles d'une année sur l'autre. La France est un petit peu moins touchée par ce phénomène de disparition, puisque les pertes d'abeilles au cours d'un hiver sont de l'ordre de 20%. Toute la recherche internationale sur l'apiculture est en train de rechercher les causes de mortalité de ces abeilles. Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées. Parmi les facteurs qui viennent perturber les abeilles, il y a évidemment l'environnement agricole,
l'utilisation déraisonnable de pesticides. Il y a les propres problèmes de l'abeille, ces pathologies, ces maladies qu'on a du mal à maîtriser pour certaines, notamment le varroa, qui est un petit parasite qui se nourrit de la lymphe des larves d'abeilles, donc des abeilles qui vont naître. Et il y a ensuite l'environnement général. Parmi les hypothèses qu'on étudie, il y a par exemple les antennes de téléphonie mobile qui, par leurs ondes électromagnétiques, peuvent perturber éventuellement les abeilles. Certains chercheurs se posent la question de savoir si le trafic aérien perturberait en fait l'orientation des abeilles. Donc il y a des tas d'hypothèses. On en est vraiment à une phase de recherche très intense. Cette abeille, elle est vraiment importante. Quand le milieu agricole respecte la nature, respecte l'environnement, les abeilles seront présentes. Car sans ces abeilles, il n'y aurait pas de pollinisation et donc forcément pas de vie. Elles vont apporter que les fruits et les légumes vont pouvoir se développer. Sans elles, il n'y a pas de vie. Jean-Philippe est très attaché à ces paysages de garrigues encore préservés. C'est la variété de la flore, des altitudes et des climats qui donnent à ces miels toute leur subtilité. Par exemple, là, c'est le miel de bruyère. C'est le premier miel qu'on fait dans la saison, dans le massif des Maures. Ensuite vient le miel de romarin. Là, nous sommes dans le centre Var, que je vais goûter. C'est un miel qui est assez doux, qui est très doux, hein, qui plaît souvent aux enfants. Ensuite vient le miel de thym. Alors là, on remonte encore un peu dans l'arrière-pays, hein, vers le Moustier Sainte-Marie, le lac de Sainte-Croix. Ensuite, on fait également le miel de châtaignier. Alors là, on redescend dans les Maures, hein, c'est au mois de juin. Bon, ça, c'est un miel beaucoup plus fort. Assez amer et vraiment très intense. Et ensuite, le miel de lavande. Le miel de lavande qui est la principale production dans la région et qui vient du plateau de Valençol et également dans la Drôme. Personnellement, c'est mon miel préféré. Mais ça, hein, chacun ses goûts. À mon point de vue, c'est un miel unique au monde. Et je dis toujours, c'est une merveille de la nature. Dans mes restaurants, j'aime assaisonner avec le miel. Est-ce que ça va être un miel de roncier? Un miel de thym? De romarin? Quelle sorte de miel je vais utiliser pour quel jus? Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est d'utiliser un miel différent pour donner des notes différentes à l'arrivée sur un jus, une sauce, une crème. Si je veux partir dans la Provence, je vais mettre du miel de lavande. Et là, tout de suite, les cigales chantent. Je suis ailleurs tout de suite. Le miel, forcément, est utilisé au départ en sucré. Mais le miel se marie forcément bien avec le sel. Les canards laqués, par exemple. Toutes ces volailles, c'est formidable. Avec les fromages. Dans les belles associations, le foie gras et le miel. Là, le miel est roi parce que il va apporter sa générosité, il va apporter son goût. Et avec le foie gras, sur les jus, le miel, c'est vraiment une belle association. Et puis je dirais, c'est inratable. Au cœur de la Provence, les apiculteurs préservent un savoir-faire ancestral. Ici, la garrigue et les champs de lavandiers offrent des terrains de jeu encore protégés aux abeilles. Les miels de Provence ont une réputation internationale, surtout le miel de lavande emblématique de la région. Guy Martin a décidé de nous surprendre en cuisine. Épicerie fine, c'est un produit d'exception et une recette inédite pour le sublimer. Aujourd'hui, je vous propose poivrons au miel de lavande et à la badiane. Pour cette recette, vous avez besoin de poivrons, de préférence rouges, des olives, des capres, de l'huile d'olive, de la badiane, des pignons de pin et du miel de lavande de préférence. Dans un premier temps, prenez les poivrons et coupez-les en 4. Ôtez les pépins et la membrane blanche. Ces poivrons sont fermes, ils crissent sous le couteau. C'est un gage de qualité, un gage de fraîcheur. À l'aide d'un couteau économe, épluchez les poivrons.
Une fois que les poivrons sont épluchés, il ne reste plus qu'à les émincer. Mes poivrons sont émincés, je les réserve. Maintenant, je vais préparer les olives. Je vais les dénoyauter au couteau et ensuite les hacher. C'est important d'acheter des olives avec les noyaux. Le goût est incomparable. Mes olives sont dénoyautées. Je vais les hacher. Il faut les hacher grossièrement afin de laisser un peu de mâche pour cette olive. Surtout, vous n'oubliez pas, quand vous émincez, les doigts sont repliés. C'est la dernière phalange qui va guider le couteau. Mes olives sont donc émincées. Je vais pouvoir faire fondre mes poivrons rouges et torréfier les pignons de pain. Je vais torréfier les pignons de pain. Au nez, vous allez déjà sentir quand ces pignons de pain sont presque prêts. À l'œil, ils vont prendre une belle coloration brune et ça va permettre de donner un peu de mâche, un peu de croquant. Là, ils sont parfaits. Je les réserve sur du papier absorbant. Les poivrons rouges, je vais les faire tomber dans de l'huile d'olive. L'huile est chaude, je vais ajouter les poivrons rouges. À feu moyen, une quinzaine de minutes, je vais les laisser compoter. Je vais maintenant rajouter le miel. Ce miel va apporter une petite douceur, un côté presque liquoreux. Et derrière, on aura la lavande en Provence. La badiane, l'anis étoilé. Mes poivrons sont réservés. Je vais maintenant ôter les badianes. Voilà. Quelques tours de poivre du moulin. Un tout petit peu de fleur de sel, parce que l'apport de sel va être apporté par les olives hachées, les capres et mes pignons de pain grillés. Alors cette recette, elle peut être dégustée avec de la charcuterie, une viande blanche par exemple qui a été cuite, un poisson blanc comme du cabillaud. La recette est maintenant terminée. Poivrons rouges au miel de lavande et à la badiane. Je vous souhaite une très belle dégustation et je vous dis à bientôt dans mon émission Épicerie Fine pour une nouvelle recette inédite.